Ton amour pour le foot s'est développé comment? Mon père était footeux, donc je sais pas si ça a joué ou pas. En tout cas, j'ai tapé dans un ballon. Et puis, à l'âge de 6 ans, quand on peut intégrer un club, naturellement, je suis allé dans le club local. C'est l'entrée en quatrième. Alors moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout grandi. Je fais partie des plus petits. Et c'est vrai que dans la relation avec les parents, ça a été challengeant, quoi. Très challengeant, notamment pour ma mère, pour grosso modo valider le fait que je puisse partir. Elle avait invité le médecin de famille pour échanger ensemble et dire est-ce que j'étais conscient de la décision que j'allais prendre, tu vois. Moi, l'intérêt, c'est vraiment rassembler les parents et les jeunes joueurs et joueuses qui sont ambitieux, ambitieuses, parce que sur cette plateforme, chacun aura ses réponses. Ah, bien sûr. Et chacun pourra trouver sa place ensuite en dehors. Nico, ça va? Ça, Seb? Et toi? Impeccable. Bon, on est là pour toi aujourd'hui? Et je crois bien. T'as des trucs à dire, non? C'est le moment. Bon, on va se balader un petit peu? Allez, ouais. Allez, feu. Bon, mon Nico, comment ça va? Bah écoute, très très bien. Très très bien. Ouais. Hein. Toujours en mouvement, donc ça va, comme sur le terrain. Allez. Bon, Nico, on est dans un endroit que tu connais bien. On va en profiter, on le disait, pour parler un petit peu de toi. Ouais. Revenir un peu sur ta carrière, sur tes jeunes années. On va se poser là, regarde. Ouais. Mais on est pas mal là. Ouais, on est très bien. Avec le logo du TEF au stadium, évidemment, tout le monde l'a compris. Eh oui. Comment ça s'est passé, toi, au tout début, quand tu étais tout petit? Ton amour pour le foot s'est développé comment? T'es d'ici, toi, hein, t'es toulousain? Ouais, moi je suis toulousain, alors je suis né à Toulouse. Et puis après, avec mes parents sur Portet-sur-Garonne, voilà. Et bon, mon père était footeux, donc je sais pas si ça a joué ou pas. En tout cas, très rapidement, j'ai tapé dans un ballon. Et puis, à l'âge de 6 ans, quand on peut intégrer un club, naturellement, je suis allé dans le club local. Et pour la petite histoire, il y avait 2 clubs. Et je suis pas allé dans le club de mon père, je suis allé dans l'autre, parce qu'il y avait mes copains en fait, qui jouaient là. Et ça a démarré comme ça. Bon. Rapidement des qualités, rapidement on se dit il est pas mal celui-là. Il y a notamment le papa de Nico Sub à qui tu tapes un petit peu dans l'œil. Nico Sub, on lui fait un petit coucou d'ailleurs, hein. On espère qu'il va regarder ça. C'est un gars du coin, Ouais. Ancien Canet, et donc c'est son papa en fait qui te repère d'une certaine manière. Exactement, en fait avec Nico on est de Portet tous les deux et on va dire à l'école primaire, bon, il avait peut-être 3-4 ans de plus que moi et on était dans le même club et en fait quand je démarre à Portet, lui après il part à Tournefeuille qui était un club déjà plus costaud et puis l'année suivante justement il me met en relation, je fais un tournoi avec eux et puis ça se goupille comme ça, je vois l'évolution et ça me donne envie tout de suite de franchir le pas, quoi. Voilà. Et donc du coup ça joue un petit peu, on le disait, hein, dans le coin ici, on repère assez rapidement, il y a du bouche à oreille beaucoup, hein, on sait, ah tiens lui il est pas mal, t'as vu dans quel club, c'est arrivé notamment pour Philippe Mexès évidemment, on a plein d'anecdotes là-dessus, et toi c'est un peu pareil. Et puis après comment ça évolue en fait, toi quand à un moment donné tu te dis, ah il y a peut-être un coup à faire, je vais peut-être essayer de jouer ma carte. En fait, avant de dire je vais jouer ma carte, comme tu l'as très bien expliqué, en fait, il y a des bons résultats. Tu marques des buts. Et quand tu marques des buts, que tu cours vite, que tu mets des buts un peu que les autres ne sont pas capables de mettre, et que derrière les résultats, c'est sur Toulouse, hein, le TFC, quand tu commences à battre ces équipes-là, même en jeune, on vient te regarder. C'est ce qui s'est passé en fait avec Tournefeuille. On avait une super génération et puis après, ça en est enchaîné les premières sélections en district. Et puis, on va dire assez naturellement vers le pôle espoir qui a, on va dire, on a été la première génération avec les premières détections. On ne savait pas trop où est-ce qu'on mettait les pieds. Et puis ça s'est goupillé comme ça. Je pense d'ailleurs à Francis Fernandez qui était le CTD de l'époque et avec Conseiller technique départemental. Conseiller technique départemental. Et sur les sélections départementales, on a vite accroché. Et puis derrière, quand il y a eu l'opportunité du pôle espoir, je me rappelle sur le parking du district, en revenant d'un interdistrict avec mon père, il m'attrape et il me dit bon, il y a l'équivalent de Clairefontaine qui va ouvrir à Castelmourou. Je verrai bien Nicolas, donc voilà, à vous d'y réfléchir, quoi. Et Castelmourou, justement, c'est quoi? C'est 12-13 ans, un peu plus tard? Ouais, c'est la 4e, c'est l'entrée en 4e. Alors moi, à ce moment-là, j'ai pas du tout grandi, je fais partie des plus petits. Et c'est vrai que dans la relation avec les parents, ça a été challengeant, quoi. Tu vois, ça a été très challengeant, notamment pour ma mère. Et d'ailleurs, une anecdote pour, grosso modo, valider le fait que je puisse partir. Elle avait invité mon médecin. De famille? Ouais, médecin de famille, pour échanger ensemble et dire est-ce que j'étais conscient de la décision que j'allais prendre, tu vois. Et puis donc, ça s'est très bien passé. Et puis, j'ai pu rejoindre le pôle espoir. Et alors, au pôle espoir, justement, tu l'as dit, changement de vie total, absolu. T'es tout petit, alors t'es pas loin des parents, mais quand même dans un univers où on est focus 100% foot. Comment tu
tu le vis, toi? Est-ce que ta passion du foot, elle va contrecarrer un petit peu le manque que tu peux avoir familial? Tout à fait. C'est-à-dire que forcément, partir de chez soi à cet âge-là, aussi jeune, on va fêter le 30e anniversaire, donc tu vois, 30 années en avant, c'était pas commun. Ouais. Et puis en plus des débuts un peu, où j'étais un petit peu chahuté parce que forcément la vie de groupe, j'étais plus petit, bon bref, on m'avait fait une ou deux petites crasses, tu vois, au départ, mais après tout est rentré dans l'ordre et vraiment je me suis éclaté là-bas. Mais tout ça pour dire que oui, c'était pas neutre. Et par contre, comme tu l'as dit, vraiment l'environnement, les terrains, des billards, j'étais le plus heureux, quoi. Et tu disais, c'est intéressant, on va essayer de rebondir dessus tout de suite parce que ça a évidemment un rapport complet avec ce que tu fais maintenant et ce que tu vas mettre en place justement professionnellement. Tu parlais des petites crasses qui pouvaient avoir lieu dans ce genre d'endroit. Situation. Ouais, comment tu les gères à ce moment-là, toi? Tu te retrouves confronté finalement à la concurrence à 13 ans et on n'est pas outillé pour ça quand on a 13-14 ans. Ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est vrai que c'est hyper violent. Quand on est jeune, on s'en rend pas forcément compte. J'ai eu je pense que de par mon éducation, naturellement, tu vois, j'ai pu exprimer les choses, tu vois, aux personnes qui nous encadraient. Et puis, c'est rentré dans l'ordre, tu vois. Après, c'est vrai que je te cache pas que les 2-3 premiers week-ends, je rentrais, je pleurais à la maison. Mais derrière, vraiment, c'était que du bonheur. Et comme je te le dis, le fait que ça a été cadré, les copains qui avaient fait les crasses, tu vois, se sont excusés. On va dire tout a été remis d'équerre. Et c'est vrai que je fais le lien, tu vois, aujourd'hui où j'accompagne justement des jeunes qui sont actuellement au Pôle Espoir. Et j'ai un des jeunes, par exemple, qui avait pas pu exprimer ça à ses parents. Et pendant 2-3 mois, si tu veux, il a subi certaines choses. Bon, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais même pour les parents, ça n'a pas été évident, tu vois, d'exprimer cette parole-là. Et voilà, ça a été dommageable pour tout le monde. Et puis après, on fait une petite ellipse dans le temps. Ça se passe quand même plutôt pas mal pour toi à Castelmourou. Et puis après, le TEF arrive. Et là, est-ce que pour toi, c'est pas une finalité, mais est-ce que c'était dans une première étape de ta vie un objectif que tu t'étais fixé? Quand on est toulousain, quand on a un petit peu de ballon, on se dit le TEF, c'est cool, quoi. Alors, peut-être juste avant de passer sur cette étape-là, c'est vrai que Castelmourou, en fait, donc tu es sur 2 années. Ouais. Et en fait, la seconde année, elle est souvent charnière parce que au début, c'était les premières ANS. Donc, c'était les contrats de non-sollicitation. Et bon, moi, pour l'instant, j'avais signé dans un club, j'ai changé de club justement pour évoluer au niveau national, pour avoir plus de visibilité, me confronter à des joueurs les meilleurs. Et puis, c'était où ça? Cugno? J'étais à Cugno. Ouais, j'ai fait une saison à Cugno, très très bien. Et derrière, donc, sur cette deuxième année, à chaque fois, à la fin, tu avais les coupes nationales de ligue. Et donc là, ce sont les premiers rassemblements, ça l'est toujours d'ailleurs, où derrière, c'est les premières équipes de France. Et donc là, je retrouve Francis Fernandez qui nous coach et on termine champion de France. Voilà, cette année-là, donc avec Philippe Mexès, Grégory Lacombe pour les plus connus. Et donc, quand tu es champion de France, tu es regardé, tu as les clubs qui sont sur toi. Et donc là, j'ai plusieurs contacts. Et puis finalement, on va dire que la raison, c'est que je suis de Toulouse. Je suis attaché aussi à, je crois que c'est mon histoire aussi. J'ai les valeurs de chez moi, de partout là où je suis passé. Et encore plus là où tu es né. Pour moi, ça avait beaucoup de sens. Donc, très naturellement, je signe à Toulouse. Jean-Luc Ruti qui vient à la maison, pas neutre. Exceptionnel. Il vient chez toi, dans le canapé, tu signes ton contrat. Ça va être un grand canapé, hein, parce qu'il n'est pas petit, le monsieur. Grand canapé, donc premier contrat de 3 ans. Ouais. Voilà, donc là, tu te dis, voilà, ça y est, la formation va démarrer. Voilà. Et là, c'est une autre histoire. C'est notre histoire parce que le pôle, tu es vraiment dans un cocon, tu es protégé. Et là, comme tu l'exprimais, le centre de formation, là, c'est vraiment la concurrence. Là, tu sens que c'est un degré au-dessus. Mais au-delà de ça, vraiment, ce qui m'a animé, ça a toujours été l'humain, les relations. Même si on était en concurrence, c'est les copains. Et c'est à travers toutes ces histoires-là que, là, aujourd'hui, j'ai des sollicitations. Tournefeuille qui va fêter son centenaire. L'an dernier, c'était Clermont, c'était dans d'autres cas. Mais là, les 30 ans du pôle, en fait, j'ai cette capacité, en fait, à créer le lien. À aller vers les gens, à discuter, à m'imprégner, à m'intéresser. Naturellement, on voit le lien avec ce que je fais aujourd'hui, quoi. Bien sûr. Bon, Nico, si ça te va, on va se dégourdir un peu les jambes pour aborder un peu ton histoire avec le TEF, qui est plutôt pas mal, et pas mal de rebondissements aussi. Belle histoire. Ouais. Non, très très belle histoire. Vraiment beaucoup de bons souvenirs. Et puis là, c'est la construction, on va dire, derrière de l'homme qui arrive et du joueur aussi. Ouais, parce que là, quand tu arrives au TFC, du coup, t'as quoi? T'as 15 ans? 15-16 ans, un truc comme ça? Et alors, comment ça se passe, du coup? Parce que tu passes un peu, alors on va pas non plus noircir le tableau à bloc, il n'y a pas besoin, mais tu passes un peu dans la cage au lion, quoi. On va dire qu'après, je connais la plupart des joueurs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, à l'époque, on est au Creps déjà. Ouais. On a le centre de formation qui est au Creps. Qui est à côté de la Rocade, toujours, là, le même? Ouais. Pareil, voilà. À côté de la Rocade. Et à 15 ans, en U15, tu vois, on était peut-être 5-6, tu vois, de notre génération. Okay. Après, le reste, ils étaient chez eux ou ils étaient dans un autre collège.
D'accord. On va dire le centre de formation, on était vraiment que quelques-uns. Toi, t'es interne, hein? Interne, Ouais. ouais, je suis toujours interne. Et là, le lycée, voilà aussi. Ouais. c'est ça. Parce qu'il y a l'école aussi. Et Hein. en fait, le lycée, la première année, on est avec les autres sportifs. Et puis après, ce qu'il y avait déjà de très bien à l'époque, c'est qu'à partir de la première, là, c'était les profs qui se déplaçaient. Ah ouais, qui d'accord. venaient nous faire les cours au centre. CREPS. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, on était 3-4 et c'est ce qui nous a permis en fait de passer le bac en 3 ans avec simplement 4 heures de cours par jour. Quoi. Papa, maman, un peu à la schlag derrière pour dire, et Coco, il n'y a pas que le foot dans la vie ou... Oui. Et toi, comment tu câbles à ce moment-là? Parce que c'est pas simple. Hein. Oui, non. Après, c'est pas simple, mais franchement, on se simplifie les choses parce que quand tu es 4 ou 5 pour un professeur, tu Ouais, n'as t'as pas raison. le temps de te disperser. Ouais, bien sûr. Et franchement, ça se passe super bien. Donc, tu vois, la première année, Bellevue, par contre, ça a été vraiment un changement parce que quand tu passes du collège de Montastruc à Bellevue avec tout le monde, Ouais, c'est deux tu vois, salles, deux ambiances, ouais. ça fait un petit changement. Mais après, derrière cette année-là, je te dis, les 2 dernières années au CREPS pour aller chercher le bac. Voilà. D'accord. Et au niveau du foot, alors, à ce moment-là, Ouais. toi, on l'a dit, hein, des qualités, repérées, au TEF, tout ça. Ouais, alors là, c'est Plus dur? on va dire que déjà, on grandit pas tous en même temps. Comme Ouais. je t'ai dit, bon là, j'avais déjà récupéré. T'avais poussé un peu quand même? J'avais poussé un petit peu, mais bon, pas encore comme les autres où ils sont déjà adultes. Ouais, je connais. Et donc, l'année de 15 ans se passe très bien. J'ai à un moment donné, il y a un petit challenge avec le coach où pendant 2 matchs, il me fait pas jouer. Donc, je vais le voir. Je prends mes responsabilités et je lui dis, bon, coach, qu'est-ce qui se passe, tout. Et puis finalement, derrière, tu vois, ça déroule. Ouais. Et puis, ça enchaîne. Là, par contre, vraiment, le changement pour moi, ça a été ces 2 années avec Gérard Batles et Alain Aygoun, on va dire, qui était l'entraîneur, lui, de l'équipe U16 par rapport aux 17 nationaux. Ouais. Donc, moi, j'étais avec les 17 NAS Ouais. où je m'entraînais tout le temps. Je jouais pas tout le temps la première année normale. Et là, par contre, oui. Là, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, tu m'étonnes. Et avec Gérard, voilà, on pense à lui. Quelqu'un qui a beaucoup compté. Et on va dire que c'était, si tu veux, le premier couperet, je pense, au centre de Ouais, formation. je comprends. C'est-à-dire que tu avais des joueurs qui passaient et d'autres pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Et là, à ce moment-là, je me révèle, quoi. C'est-à-dire que D'accord. je me révèle déjà. Il y a une anecdote, tu vois, que j'aime bien raconter. C'est sur, je pense, peut-être la 5e ou 6e fois qu'il m'appelle avec les 17 NAS à la ramée. Donc, je suis remplaçant. Ouais. Et à ce moment-là, il me fait rentrer. Je sais pas, je touche 2-3 ballons. Peut-être j'en rate un. Et il me rappelle. D'accord. Donc Sympa, là, ça. ouais, donc ça, c'est sympa, Ah, tu purée. vois. Ah ouais. Sauf que, en fait, je savais qu'il avait déjà fait d'autres. D'accord. Donc, plus ou moins, Des j'étais tests prêt. un peu, quoi, tu vois. Ouais, c'est des tests. Je pense Ouais. qu'il faisait ça pour tester les joueurs et c'était sa manière de fonctionner. Alors, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Bien sûr. T'as vu, on va se caler là, regarde. Ouais, c'est sûr que ça fait pas plaisir. Mais encore une fois, je voyais ça, moi, comme un test. Ah, mais je déjà. comprends, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais. Et on est en quelle année, là, à peu près? C'est quoi? C'est 97. 97, ouais? 97, 98. Ouais, c'est ça. Et alors après, comment ça évolue, du coup? Moins de 15, enfin moins de 15, oui, Là, on on va est en parler moins comme de des 17. vieux. Ouais. Moins de 17. Ouais. Et puis après, du coup, parce que c'est là le gap aussi, mine En de fait- rien, tu en vois, fait, t'as la réserve, et puis après, t'as le step, quoi. C'est ça. En fait, à l'époque, tu passais des 17 direct au senior. D'accord, t'avais... Ah ouais, ok, d'accord. En fait, de moins de 17, tu passais en senior et on avait 3 équipes. Tu avais une équipe de DH, une équipe en N2 et les pros. Donc là, comme tu dis, Eh ouais. tu pars en bas de l'étage. En bas, tu es au rez-de-chaussée et il faut monter jusqu'en haut. Et toi, Donc, du coup, comment ça se passe, là? Tu montes vite ou... Ben, Comment ça se passe? en fait, ça se passe que la première année, par rapport à mon gabarit, le football senior, une première année où déjà on est champion de DH. Ouais. Donc, Parce qu'il y avait de la valeur à l'époque. Aujourd'hui, on sait pas trop. À l'époque, la DH, ça Fallait tricote un peu. Hein. fallait voyager, t'avais Lavelanet, t'avais, c'était pas l'Usenac à l'époque, mais tu vois, c'était Lavelanet qui était très bien. Ouais. Puis t'avais tous les clubs autour de Toulouse, donc on s'en sort super bien, tu vois, avec des pitchouns en parlant Ouais. toulousain. Et en fait, dès la seconde, donc cette année-là, on s'entraîne avec les joueurs de la N2 et je fais peut-être 2-3 bancs en N2. Et d'ailleurs, Nico Seb, où on se retrouve à ce moment-là où lui, il était avec les pros, il redescendait avec la N2. Et puis, c'est l'année d'après où là, il y a la double rétrogradation du club. Ouais, 2001. Voilà. Ouais. Donc là, 2001-2002. Et là, en termes de contrat, t'es comment? Et là, je suis sans contrat. Eh Voilà. ouais, c'est ça. En fait, oui, tu as raison. C'est que, en fait, sorti des 17, Eh oui, même si ça se passe bien pour moi, il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui signent un contrat stagiaire. d'accord. J'en fais pas partie. Mais en gros, tu as une licence. Tu joues au TEF, quoi. Oui, tu joues au TEF, tu es nourri, blanchi, tu as même des défraiements, mais tu n'es pas sous contrat. Ouais, d'accord. Donc, c'est vrai que, bon, c'est un peu, je sais pas si c'est une déception, mais
tu aurais aimé avoir un contrat. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que tu te dis, ouais, est-ce que tu as un contrat, ils sont dans les petits papiers, toi tu l'es peut-être Bien un peu sûr. moins. Après, on rappelle aussi, et tu l'as dit, que 2000-2001, cette zone-là, c'est quand même des années un peu particulières, hein, parce que au niveau de l'argent au TFC, c'est compliqué. Il y a les choix qui doivent être faits à tous les étages, et notamment aussi peut-être sur les contrats que tu peux donner, parce que il n'y a pas forcément l'anticipation de 2001 et de cette crise complète, tu vois, la rétrogradation nationale, le dépôt de bilan et compagnie, quoi. Oui, et puis on était sur une époque où on n'était pas encore dans ce football de trading. Ouais. Voilà, où c'était, je parle de Nico Sub, je crois qu'il n'a pas fait un match en pro à Toulouse. Et ouais, c'est clair. Et derrière, il signe à Caen avec le monument que ça a été à Caen. Et donc derrière, pour nous, ça a été une opportunité énorme. Bah ouais, c'est ça, ce que parce j'avais que demandé. pour franchir ces paliers-là, c'était hyper dur. Ouais. Et puis du jour au lendemain, nous, on a été jetés dans la grande soupe, dans le grand bain, en national. Mais bon, pour nous, ça a été extraordinaire. Parce que là, tu es avec le groupe numéro 1, hein, on est d'accord? Alors, c'est super parce que, mine de rien, Nico, tu réalises le rêve de beaucoup d'enfants. Il faut aussi le remettre dans le contexte. En étant amateur. En étant amateur. Ouais. Tu joues dans le club professionnel de ta ville, dans le sport qui te fait kiffer le plus au monde. Et puis derrière, double enjeu, tu es avec des jeunes comme toi qui se sont lancés parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Et puis tu te retrouves avec William Prunier, avec Christophe Revaux, avec Steph Fièvre, avec Seb Massé, cette espèce de quatuor de professionnels qui étaient là pour encadrer en fait cette jeunesse. Ouais. Tu prends de l'expérience x1000 à ce moment-là, quoi. C'est énorme. Là, on va dire que c'est une partie du rêve que je vis éveillé, avec même Anthony Bancarel, tu vois. Bien sûr. Qui a fait trembler les filets plusieurs fois en Ligue 1. J'avais ce souvenir, Anto, la première fois, je lui dis, mais tu te souviens ce TFC Bordeaux là, où tu nous mets le doublé dans les fumigènes. Et donc, Je me rappelle très bien, je suis au stade. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, de se retrouver avec eux sur le terrain du jour au lendemain, ouais, ça a été un gap énorme. Et puis là, on va dire que je pouvais pas ne pas saisir ma chance à mon niveau. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire qu'avec mes qualités, avec comment j'étais à ce moment-là, j'ai tout donné, quoi. J'ai tout donné. Et puis derrière, même si j'ai compris assez rapidement que je rentrais pas forcément dans les premiers plans, et c'était somme toute logique, parce que physiquement, quand t'as un Achille Mana qui est avec toi, faut t'approcher, quoi. Bon, tu vois, il y avait 2-3 clients, voilà, les Hotman Amama et ouais, compagnie. Il y avait vraiment ce qu'il fallait, mais on va dire que derrière ça, j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, et d'ailleurs, cette anecdote qui est énorme et qui représente aussi qui je suis, c'est quand je dis que je donnais tout, c'est que je donnais tout, et que j'avais cet état d'esprit qui était irréprochable, jusqu'à m'amener à être titulaire. Ouais. À avoir au-delà du rêve de m'entraîner ici, là, derrière. Alors, on ne s'est pas entraîné longtemps puisqu'il y a eu AZF, et qu'ensuite, on est parti à Castelmoron. À Castelmoron, exactement. Mais à un moment donné, il y a une situation où Achille est suspendu, et il y a 15 jours. Il y a 15 jours de battement. Voilà, il y a 15 jours de battement, et il y a un match amical. Bon, et là, je me dis, est-ce qu'il va me mettre, tu vois, et donc là, la semaine se passe. Je vois que je suis pas dans l'équipe. Malgré tout, il me prend sur le match amical. Ouais. Et puis là, cette anecdote, elle est gravée à vie. Hein. Je revois William venir me voir dans le bus. William Prunier, juste avant de descendre dans le bus. Et là, il me dit, viens Nico, c'est toi qui débutes ce soir. C'est la Prune qui te dit ça? Exceptionnel. Je dis, mais t'es sérieux? Il me dit, non, mais avec Christophe, on a été voir le coach. C'est toi qui débutes ce soir. Wow. Et donc là, tu rentres dans le vestiaire, tu sais, t'es entre les deux. Parce que je pense que tu dois être quand même remonté comme un coucou. Mais là, j'étais chaud, mais bon, tu vois, parce que t'as toujours le moment dans le vestiaire où le coach, il sort le paperboard et il met l'affiche avec. Est-ce que c'est vrai, quoi? Est-ce que je suis dans le. Et là, tu dis, ouais, ok. J'y suis. C'est ton moment, mon gars. Et donc là, tu me donnes le doigt, je te prends le bras. Mais évidemment. Donc, je fais le match qu'il faut. Et puis la semaine d'après, donc j'enquille à domicile, donc pas au stadium qu'avec AZF. Au 7 Deniers. Au 7 Deniers. Voilà, contre Valence, et je fais tout le match. Je fais un super match. Voilà, des très très bons retours. Et puis derrière, l'anecdote un peu à l'inverse de ce que tu peux vivre aussi. Tu vois, l'ascenseur émotionnel, et c'est là où, si t'es pas minimum régulé, si t'es pas un peu câblé, tu peux vite partir en couille, entre guillemets. Bien sûr. Et la semaine se passe, donc Achille revient normal. Ouais. Mais l'anecdote, c'est que le match que je joue, à la mi-temps, il est obligé de sortir Issou. Issou Meïladao. Issou, il nous met des transversales en tribune, à la mi-temps, obligé de le sortir, tu vois. Et donc, on se dit, pour le prochain match, peut-être que je veux... Logiquement, il peut me remettre dans le groupe, tu vois. Et il me prend pas. Et donc là, après l'entraînement, quand il donne le groupe et qu'il me prend pas, je vais voir le coach. Je dis, coach, je voulais savoir, vous m'avez pas fait de retour après le match, là vous me reprenez pas, juste pour savoir, voilà, qu'est-ce que je dois travailler, ou voilà, pourquoi vous me prenez pas, quoi.
Et là, il me dit, mais écoute Nico, franchement, je suis très content de toi, mais mets-toi à la place d'Issou. Si je le reprends pas après l'avoir sorti à la mi-temps, comment ça va se passer? Et là, je me dis, ouais, et moi à ma place. Donc, si tu veux, c'est là où tu te dis, bon. Ouais, tu percutes un peu 2-3 trucs, quoi. Ouais, tu te dis, bon, c'est comme ça après, c'est le foot. Et malgré tout, il faut continuer à avancer. Ouais. Voilà. Bien sûr. Tu sais quoi? On va aller du côté du centre de formation là-bas, pas loin, pour parler de la fin de ton histoire avec le TEF et puis pour voir aussi que la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Donc je te propose qu'on aille se prendre un petit café là-bas. Allez, on y va. Ouais. Bon, on n'est pas très loin de là où on était, mais quand même, on s'est posé juste à côté du terrain d'entraînement. Ouais. Alors, tout le monde s'en peut entraîner là, les pros, les joueurs du centre. C'est vraiment un endroit intéressant par rapport à ce qu'on était en train d'expliquer, parce que toi, tu le disais, donc tu es de cette époque Pichoun première génération, 2001. Tu le disais, tu fais des groupes, puis tu joues. Ouais. Et derrière, je connais ma seule grave blessure en fait. C'était quoi? C'était fracture de la malléole. Donc là, j'ai la malléole qui est brisée en deux. Et quand j'étais pas avec la première, donc la plupart du temps, j'étais avec la réserve en National 2. Et on va jouer à Bourges, 91e minute. Je crois que j'étais capitaine ce soir-là. Et donc là, je suis voltigeur, tu sais, sur un coup franc décalé. C'est moi qui voltige, je sors, je me fais exploser. Et donc là, derrière, s'ensuit l'opération, les vis, etc. Et ce qui est intéressant, encore une fois, pour bien montrer l'état d'esprit dans lequel on était, c'est quand je suis à l'hôpital, que je vais me faire opérer, la plupart des membres du groupe qui viennent me voir. Et puis toujours pareil, on va dire Christophe Revaux, William qui viennent me voir et qui me disent écoute Nico, parce que j'avais pas de contrat quoi. Ouais. Donc bien sûr l'incertitude pour la suite. Ah oui, carrément. Et donc là ils me disent écoute on en a parlé avec le prési et le coach. T'inquiète pas, l'an prochain tu restes à les mêmes conditions que t'es cette année. Tu reprendras avec la réserve, mais au moins tu auras une année, en tout cas pour te retaper quoi. Voilà, pour te retaper. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de dire, c'est le foot qu'on aime, c'est l'humain, c'est. Et puis Olivier Sadran. C'est Olivier Sadran derrière aussi, voilà, et tout ce que ça peut représenter par la suite, parce qu'à ce moment-là on savait pas l'histoire, comment elle allait s'écrire. On était monté en Ligue 2. Et oui, c'est ça. L'année suivante, c'est la montée en Ligue 1. Ouais. Alors là forcément moi je la regarde un peu plus loin, mais voilà, ça te construit quoi. Ça te construit, ça t'éduque, tu gagnes un temps énorme. Ouais. Donc voilà, et puis comme tu disais, après la suite, il faut rebondir. Ouais, c'est ça. Et là, c'est dur. Ouais. Là, c'est dur parce que à ce moment-là, j'ai pas forcément d'agent. Alors ça se passe très bien avec la réserve, avec Raymond Camus. Raymond qui, dès qu'il avait l'opportunité, il me faisait jouer parce que forcément, moi, je faisais partie des plus âgés. Il fallait faire jouer les jeunes. Donc il y avait un deal, c'est que dès que c'était possible, souvent à l'extérieur, il me faisait débuter. Et puis j'avais réussi à faire une dizaine de matchs pour me relancer. Et donc là, ils connaissaient Christian Saramagna à Bayonne. Ils échangent. 2003, on est là à peu près. Là, on est 2002-2003. On est 2002-2003. Ouais, c'est ça. Ouais, on est deuxième partie de saison donc en 2003. Et je vais faire un match à San Sébastien avec Bayonne. Et ça se passe très très bien. Et là, c'est là où je fais vraiment, c'est masterclass de naïveté. Super match. À la fin, tout le monde vient me voir, me taper à Nico, tout. Le coach, donc Saramagna, me dit écoute, franchement, je te veux l'an prochain. Par contre, j'ai 3 joueurs à faire signer avant toi. Et dès que je les signe, je reviens vers toi. Voilà. Mais là, 30 ans après, t'attends encore l'appel. J'attends toujours son appel. Et on va dire que, en fait, j'ai laissé passer 15 jours avant d'essayer de le recontacter. Et puis ces 15 jours-là, quand tu es début juin, il compte. Ah, ça compte. Donc là, aujourd'hui, vraiment, comme je dis, vous n'avez pas de réponse, vous rappelez. C'est votre pain, c'est votre carrière. Ah, bien sûr. Et si on ne revient pas vers vous, c'est à vous d'y aller, quoi. Donc ça a été formateur. Et puis, une autre opportunité. Donc là, je me souviens plus comment, avec Mathieu Zandona, dont son père a fait une très belle carrière aussi. Et Mathieu qui a fait une carrière en semi-pro. On prend le train de Toulouse, on va à Ouascal. Oui. Donc là, c'est pas à côté. Là, je te dis pas. Ouais, c'est bienvenu chez les ch'tis, quoi. Ah ouais, c'est. Puis tu pars le matin à 5h, puis c'était presque la journée pour faire un match. Puis le club qui était un peu, comme un peu aujourd'hui, un peu en difficulté financière, il descendait de Ligue 2 en National, il me semble. Bref, à la fin du match, pareil, on me fait des éloges, on me dit que c'est bien, mais financièrement, ils sont pas capables de me proposer quoi que ce soit. Et en fait, quand on redescend sur Toulouse, dans le train, à un moment donné, on s'arrête et j'ai un coup de fil du manager de Rodez, Thierry Nesson, qui est devenu un ami et qui me dit écoute, j'ai cru comprendre que tu étais sans club, tu nous intéresses fortement. Alors je sais que le niveau t'aspire à plus, mais c'est un 3, un 2.
On est en N3 à ce moment-là, CFA2, l'ancienne CFA2. Mais il me dit, ouais, moi, on te propose un contrat fédéral. Et puis, j'ai un entraîneur là avec qui je pense que ça va bien matcher. Et puis, je me dis, Rodez, je me souvenais demi-finale de Coupe de France contre l'OM, l'équipe qui était en D2. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, le club était vraiment pas bien. Il était vraiment tombé bas. Mais je sais qu'il y a un environnement football. Voilà, il y a un environnement qui me parle. C'est pas loin de la maison. Et puis c'est pas très loin. Puis bon, Paul Lignon, malgré tout, voilà, tu joues dans un vrai stade de foot. Bien sûr. Et puis tu as un contrat fédéral, tu l'as dit. Et puis j'ai un contrat, voilà, donc je pars là-bas. Ouais. Voilà, je pars là-bas et. 2003, Régis Brouard. Régis Brouard, voilà, donc Régis, quand on parle de mentor, ça l'a été. C'est-à-dire que c'est vraiment Régis, en fait, il venait de mettre fin à sa carrière à Cannes, il avait 37 ans et il nous prend première expérience et très rapidement déjà on me dit on va s'entraîner quasiment tous les jours, donc c'est vraiment ce que je voulais. J'avais le contrat qui me permettait de faire que ça et puis très rapidement il me dit écoute, le jeudi quand il n'y a pas d'entraînement vous allez venir à 3-4 là et on va travailler et là il me prend sur le côté droit et voilà, il me dit Nico, voilà comment tu vas nous faire gagner les matchs et puis après comment tu vas pouvoir te donner les moyens de rattraper le train. Ouais. Alors à ce moment-là, on en est très très loin, mais... Ouais, mais il y a une success story de fou à Rodez, parce que ça fait que monter. Ça fait que monter. Dès la première année... N3, N2, N2, N1. Ouais, c'est ça, on fait... on perd un match dans la saison contre Balma, avec qui on se tirait la bourre. Et donc on monte dès la première année, où tout de suite je suis décisif. Ouais. Pour l'anecdote, pour les parents qui nous écoutent, j'ai mon père qui, après le premier match amical à Carcassonne, qui avait été catastrophique, il me dit, bon écoute Nico, je ne vais pas te voir toutes les semaines, mais par contre, dans la dépêche, je veux voir ton nom. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Et en fait, ça a été le cas. C'est-à-dire que tout au long de la saison, petit à petit, on a pris les marques. Mais il y avait des super joueurs. Hein. Il y avait Franck Rizzetto, pareil, qui était en fin de carrière, Miguel Pacios, des top joueurs. Et puis pareil, une aventure humaine exceptionnelle. L'état d'esprit aveyronais qui me correspondait aussi. Et puis à Paul Lignon. En fait, j'ai toujours eu cette flamme à partager les choses, à faire vibrer les stades, à remplir un stade. Mon premier objectif quand j'allais dans un club, c'était de voir le stade plein. Voilà. Et on a réussi à le faire à Rodez en CFA2, National 3, où on a eu jusqu'à 3-4 000 personnes qui venaient nous voir. À ce moment-là, c'était exceptionnel. Et avec Régis, il m'a fait bosser. On s'est retrouvés dans l'exigence, dans le travail. Et puis, bon, il m'a pris aussi, il faut le dire, il m'a pris un peu sous son aile. Alors, on n'a fait que 2 ans ensemble, puisque lui, après, il a eu, de par les résultats, il y a Nîmes qui est venu le chercher. Donc à ce moment-là, il ne peut pas me faire venir. Il me reste une 3e année à Rodez. Et cette 3e année, c'est ma meilleure saison. Tu la cartonnes, 12 buts. Voilà, je marquais un petit peu, mais c'est l'année où je marque le plus de buts. Et puis avec Régis aussi, il me met dans les pattes un agent. Puis à la fin de la saison, il y a Châteauroux qui se présente. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça, là pour le coup, on est sur le... Alors j'aime pas ce terme-là, le climax un petit peu d'une carrière, oui et non. En tout cas, le bout du rêve. Parce que là, en fait, on parle de Châteauroux. C'est quoi, c'est 2006, quelque chose comme ça? Voilà, ouais, 2006-2007. Et là, c'est un contrat pro, là. Là, c'est un contrat pro. Là, c'est le premier contrat pro. Et oui, c'est ce premier aboutissement, on va dire, qu'on cherche tous. Puis l'histoire, elle est belle. 24 ans. 24 ans, tu t'accroches, tu vas le chercher. Et oui, la petite histoire, c'est qu'à ce moment-là, je regarde pas les chiffres. Parce qu'à Rodez, en national, j'ai un salaire qui est peut-être 2 fois plus élevé qu'en Ligue 2. Et non, je fonce à Châteauroux sans hésiter. Parce que c'est mon rêve, quoi. C'est jouer en Ligue 2, c'est signer ce contrat de 2 ans. Et puis là, je redécouvre un monde que j'avais quitté auparavant. Et puis dans un contexte que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et puis je réalise cette étape. Je participe à pas mal de matchs cette année-là. Pour une première saison et puis j'y prends goût. Voilà, j'y prends goût, c'est clair, mais on arrive justement à la fin de cette saison où Régis lui est en place à Nîmes et il veut construire une équipe pour lui monter de national en Ligue 2. Donc là à ce moment-là j'hésite pas. Parce qu'il t'appelle évidemment. J'hésite pas parce que entre une place on va dire Châteauroux, Teddy Bertin, Vincent Fernandez, Van Den Bosch, etc. La belle équipe. On va dire que à ce moment-là c'était vraiment l'antichambre du PSG. C'est-à-dire qu'il y avait les jeunes du PSG
qui venaient. Moi, j'arrivais de Rodez. Pour resituer, j'étais un peu un inconnu là-bas. J'avais réussi à faire ma vingtaine de matchs. Mais bon, Châteauroux, c'était pas l'effervescence, tu vois, de Nîmes ou même ce que j'avais pu connaître à Rodez. Et donc, quand Nîmes m'appelle, avec Régis là-bas, ouais, je fonce encore une fois et je casse mon contrat. J'avais une deuxième année en Ligue 2 et je signe à Nîmes en national avec ce challenge de retrouver le monde professionnel au niveau olympique qui était donc en national depuis 7 ou 8 saisons. Et là, tu as 3 ans à Nîmes, du coup, et alors pour le coup, c'est un peu. De plus un, ouais. Ouais. Et alors, ces 3 ans, c'est un condensé de tout ce qui peut se passer ou presque dans la carrière d'un footballeur que tu vis. Une montée, des galères de maintien, des blessures, je crois que tu as une pubalgie, c'est ça? Ouais. J'ai une pubalgie, oui, j'ai une pubalgie. Alors, déjà, je viens avec Régis. Ouais. Et puis, au bout de 5 matchs, alors qu'on est dans les 3 ou 4 premiers, il se fait dégager. D'accord. Donc là, bon, ça me met un coup quand même. Et puis derrière, il faut encaisser ça. Comme tu l'as dit, Laurent Fournier qui arrive. Laurent Fournier avec sa carrière, mais à ce moment-là, malheureusement, il passait ses diplômes. Donc il n'était pas présent, il n'était pas très présent la semaine. Et on va dire que c'était pas forcément adapté, tu vois. Donc on a des résultats qui commencent à plonger. Là où on était en haut du classement, là on se retrouve presque limite avec la zone de relégation. Et comme je dis, là je serre les dents et puis j'ai cette pubalgie. Ouais. Donc là quand on change d'entraîneur, je dis écoute là Nico, stop, c'est le moment, arrête. C'est signe quoi. T'es pas 100%, donc ça sert à rien, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour l'équipe. Et puis là il y a Jean-Luc Vanucci qui reprend qui vient de la réserve. Et puis tu vois la mayonnaise, comment ça peut s'inverser, il arrive, il apprend à la cool. Il enlève toute la pression qu'il y avait de la montée, etc. Et puis, moi, je me soigne de mon côté. Et puis, 3 mois plus tard, on se retrouve à regarder en haut du classement et à se dire, putain, finalement, peut-être qu'on va pouvoir réaliser le truc avec 3 entraîneurs différents. Ouais, c'est clair. Et puis, je reviens bien. Et à ce moment-là, quand tu es en dehors des terrains pendant 3 mois, il y en a qui prennent ta place. Bien sûr. Tu vois, c'est logique. Donc, il faut attendre. Je suis patient, je suis sur le banc. Et puis, malheureusement, pour Pierre Germain, à ce moment-là, qui était titulaire indiscutable, il se fait les croisés. Et puis, là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà, les 7-8 derniers matchs, je suis décisif. On monte en Ligue 2, on est sur le plafond des arènes de Nîmes. Et puis c'est magnifique ce qu'on a pu vivre là-bas. Quand je te disais, les Costières, 500 personnes. Vraie ville de foot quoi. Vraie ville de foot, la feria, tout ce qui va avec. Et puis s'enchaîne donc cet objectif de retrouver la Ligue 2. Et d'y rester. Ouais, c'est ça. Alors là, je vais te dire, le début de saison, il fait peur. Tu te mouilles un peu la nuque, ouais. Il fait peur. Alors, il y a un recrutement qui est fait. Moi, je suis plus ou moins dans les plans. Et je joue quand même assez régulièrement. Mais les résultats sont pas là. Donc, Jean-Luc, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Je crois qu'on a une victoire en décembre. On a 5 ou 6 points. Et puis derrière, il y a Jean-Michel Cavalli qui arrive avec son expérience. Et sa gouaille. Sa gouaille, sa personnage exceptionnel. Et il nous reprend. Et en fait, on a un dernier match avant la trêve on reçoit Bastia. Ouais. C'est match au couteau, tu vois, où tu as une semaine pour travailler. Il te dit, on va travailler ça, on va être costaud. Et puis les gars, ça vous appartient. On gagne 1-0. Et puis de là, vraiment, une belle histoire s'est écrite sur la deuxième partie de saison. Et en fait, je me souviens très bien, si tu veux, c'est ces intersaisons, entre guillemets. Tu sais, cette trêve hivernale où toujours, est-ce qu'on va avoir les vacances, est-ce qu'on va être libre. Là, il nous dit, les gars, moi, je viens pour jouer le maintien. Il y a 0 vacances. Donc, ça va être 2-3 jours et donc on part à fond rebeu. Et là, il nous met un plan, mais je te dis, le gars, il a tout anticipé, quoi. Il nous dit la tactique, comment on va jouer, comment il souhaite exploiter les joueurs. Et derrière, il nous fait un plan vraiment mensuel. Ouais, il dit, voilà, janvier, février, mars, avril, mai. Et si au mois de mai, on a la chance de se retrouver dans cette zone-là, les gars, tout peut arriver. Et donc cette année-là, exceptionnelle, où à la sortie, on a été relégable de la seconde journée à la 38e et on se maintient à la dernière journée à Brest. Et l'avant-dernière journée de championnat, les Costières remplies, 18 000. On avait le coup près. Oh, il s'est passé des choses. Le match à Reims, c'est Louis, l'entraîneur de Reims. C'est vrai. Luis Fernandez. Et on est à la lutte avec Reims. Et on va là-bas, c'est chaud. On prend un pénalty à la 85e. Il n'y avait pas grand-chose. On perd 2-1. Bagarre générale. Et là, tu te dis, je crois qu'il restait peut-être 6-7 matchs, tu vois. Là, tu te dis, c'est mort, tu vois. Parce qu'on était à la lutte avec eux. Et puis, je me souviens très bien de mon interview d'après-match où je dis aux journalistes, ce soir, c'est terrible ce qui nous arrive. Mais ça va compter. Mais on n'est pas mort. Alors que tout le monde nous enterrait ce soir-là. Et puis, on s'est accroché. Et puis, à chaque match, on savait qu'on avait le coup
couteau sous la gorge parce Ouais. que si on faisait pas le résultat, devant c'était trop loin. Et pour arriver à ce fameux match contre Vannes au Costières, où là, je marque le seul unique but du match, on gagne 1-0. Ouais. Et on a la finale à Brest. Et à Brest, on savait que, en fait, à ce moment-là, je me souviens très bien, parce que c'est Amiens, le Amiens où il y avait Thibaut Giresse, qui on avait débuté ensemble à Toulouse, qui était là-bas. Et eux, ils n'avaient jamais été relégables. Et eux, ils jouent contre Boulogne-sur-Mer, qui joue sans monter à domicile. Donc, il fallait que Boulogne batte Amiens pour monter en Ligue 1. Et nous, il fallait qu'on aille gagner à Brest pour passer devant Amiens. À la mi-temps, je crois que Boulogne menait déjà 3-0 et nous, on était à 0-0. Et puis, on arrive à gagner avec notre super Roby. Je suis obligé de lui faire une dédicace à Robert Malm. Robert Malm qui, l'année où on monte avec Nîmes à l'intersaison, 16 matchs, 16 buts. Machine. Et pour le maintien, il revient alors que il joue un petit peu moins. Et c'est lui qui nous marque les buts du maintien à Brest. Et donc là, sur ces 2 années, on va dire qu'on a écrit une page Bien sûr. du Nîmes olympique. Bien sûr. Voilà. Et puis après la 3e année, plus difficile. Ouais. Et alors là justement, il y a un point qui est clé dans ma carrière. Je pense que je suis au summum à ce moment-là, l'année où on se maintient. Je fais partie des 2-3 joueurs. Voilà, tu vois, je suis décisif dans les derniers matchs. Et en fait, le coach fait re-signer 2 ans, 3 ans. Et moi, il me reste une année de contrat. Et là, au fond de moi, je me dis, mais attends, moi, je re-signe pas là. Et j'ai discuté avec mon agent, il me dit, mais Nico, mais non, mais attends, tout le monde te bade, tout le monde t'adore, t'inquiète pas, ça va venir et tout ça. Sauf que je vais rentrer dans ma dernière année de contrat. Ouais. Et là, je fais confiance. Et au fond de moi, je sais que c'est pas juste. Et là, je fais une erreur. Ouais. Je fais une erreur, tu vois, de pas me positionner Bien sûr. et de dire. En position de force à ce moment-là. Mais grave, parce que tout ce qui était dit, c'était la vérité. Ouais, bien sûr. Sauf que ça s'est pas concrétisé matériellement. Tout à fait. Et là, tu vois, là où j'aurais dû prolonger, parce que Nîmes, c'était. Ouais, tu te voyais continuer l'aventure Là-bas, voilà, il y avait tout pour moi, quoi, Ouais, tu vois. c'était bien. Et donc, je le fais pas. Ouais. Quelques mois après, le coach commence à me mettre sur le côté. Oui. Donc après, tu connais la musique, hein. Donc il faut trouver autre chose. Ouais. Et puis c'est là où après, je rebondis et je termine ma carrière à Clermont. Ouais, c'est ça. On va en parler justement de Clermont pour la fin de ta carrière. On va aller se rapprocher encore un peu du centre. Allez, Nico, viens. Ça marche. Hop. Donc Nico, là, on est juste devant le centre de formation, là, avec le joli logo du TEF juste derrière nous. Et on reprend un petit peu le fil. On en était 2010, du coup, fin de l'aventure à Nîmes. Ouais. Et tu pars à Clermont. Clermont. Du coup. Clermont, titulaire Ligue 2. Clermont au foot. Et puis tu vas vivre pas mal de belles choses aussi à Clermont, mine de rien. Ouais. Capitaine encore, 3 belles années. 3 belles années. Alors d'abord avec Michel Derzakarian. Mich. Voilà. On va dire que. Il joue au golf déjà? Ouais, il jouait, ouais. Si, il jouait. Ouais. Voilà, là, on va dire que je maîtrise mon sujet, mais voilà, c'est la Ligue 2, je commence à la connaître assez bien. Tu t'assois comme un vrai gros joueur de Ligue 2. Quoi. Ouais, gros joueur, je sais pas, mais en tout cas, un joueur confirmé de Ligue 2. Plus de 160 matchs de Ligue 2 quand même. Oui. Après, avec Michel, on fait une super seconde saison. Là aussi, il y a une petite histoire qui est quand même, on est champion d'automne avec Romain Alessandrini, Yacouba Silla, Sloan Priva, Jeff Rivière, etc. Donc, on fait une super saison. Enfin, on fait une super première partie de saison où je joue régulièrement. Et à partir de janvier, il y a un petit changement bizarre ou pas. Romain Saïs aussi. Ah oui, c'est vrai. Magnifique Romain qui a démarré aussi, qui a un parcours très très inspirant. Et à partir de janvier, je suis remplaçant pendant une dizaine de matchs et malheureusement on gagne pas de match. Et donc là, alors qu'on était tout en haut, on se retrouve 5, 6e et puis après je rejoue un petit peu sur la fin de saison. Mais ça se termine, on va dire que un peu moyen parce que cette année-là, quand tu es champion d'automne, tu rêves de Ligue 1, tu vois. Bien sûr. Et donc là, certains détails, je dirais, qui pour moi ont été pas forcément observés et je pense que ça nous a coûté quelques places. La montée, je vais pas aller jusque-là, mais en tout cas, peut-être un regret parce que j'aurais jamais été aussi près, je pense, de la Ligue 1 qu'à ce moment-là. Et puis cette dernière saison, après, où Régis signe à Clermont. Voilà, donc l'histoire a été comme ça. On s'est recroisés à plusieurs reprises. Régis Rodez, Régis Nîmes, Régis Clermont. Mais ça a été un peu un fil rouge pour moi dans ma carrière. Voilà, je sais très bien ce que je lui dois. Et là, ce que je peux il fait 2 mois son capitaine assez rapidement. Donc c'est un statut aussi qu'il faut assumer. Alors sur le terrain, c'est pas le souci, mais humainement aussi. Et à ce moment-là, ça n'avait pas été forcément évident, puisqu'il y a des changements de statut dans un vestiaire, tu vois. Malgré tout,
c'est là où je pense qu'on n'a pas réussi à capitaliser sur notre relation parce qu'il y avait la pression des résultats et je trouve que c'est pas un regret, mais tu vois, un petit peu quand même. De mon côté, je me dis ouais, moi j'aurais pu faire des choses un peu différemment. Je pense que Régis, peut-être de son côté, on n'en a pas forcément rediscuté, même si on s'est vu dernièrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, justement, dans ce que je transmets, cette relation avec l'entraîneur, et puis quand tu as la chance d'avoir une relation là qui était extra sportive, c'est jamais facile. Bien sûr. Mais je pense qu'on était assez intelligent pour faire la part des choses. Et par contre, ça, c'est là où peut-être tu vas pouvoir tirer le max en fait des joueurs, d'un discours. Voilà, quand tu es sain et que tu n'es pas là pour faire les choses à l'envers à qui que ce soit, il y a matière à capitaliser, il y a matière à créer cette relation avec le staff, avec l'entraîneur. Et encore une fois, là, c'est dommage parce que j'ai ce petit goût un peu d'inachevé. Je comprends. Et bon, l'objectif a été atteint. On s'est maintenu. Puis voilà, on arrive un petit peu au bout du parcours de mon côté. Alors moi, j'arrive 3 saisons, la naissance de ma fille, magnifique. Et puis derrière, je voulais voir autre chose. Et puis ce autre chose, il n'est pas forcément arrivé. Ouais. Et justement, là, effectivement, on est à peu près juin 2013, c'est ça? Exactement. Et juste avant d'aborder le dernier thème ensemble, dans quelques instants, là, autour de justement l'après-carrière, ce que tu as fait et ce que tu vas mettre, ce que tu es en train de mettre en place dans tout ce qui est accompagnement, neurosciences et compagnie, on va en parler tout à l'heure. Oui. Moi, je voudrais qu'on revienne sur avant de revenir sur le après, sur le moment, juin 2013. Et là, le footballeur professionnel qui dit j'arrête. Alors, j'ai pas dit j'arrête. Fatalement, à un moment donné. Alors, en décembre. C'est-à-dire que je me suis laissé 6 mois. Ouais, d'accord. Je me suis laissé 6 mois. Je suis revenu sur Toulouse. Je me suis d'ailleurs, tu vois, les signes. Je suis revenu sur Toulouse. Colomiers monté en national. Et William Prunier est coach de Colomiers à ce moment-là. Donc, Jérémy Moreau, un de mes meilleurs amis, témoin de mon mariage, qui était gardien, qui terminait sa carrière là-bas aussi, Aurélien Mazel, voilà, qu'on avait oublié aussi. Bien sûr. Aurélien. Et donc, je m'entraîne avec eux pendant de la reprise au mois de juillet et août, jusqu'au mois de décembre. Je joue un dernier match avec l'UNFP. Contre qui? Contre Châteauroux. Les boucles se bouclent, en général. Les boucles se bouclent. C'est vrai qu'il y a eu plein de signes comme ça qui sont venus sur mon chemin. Et puis une femme aussi à côté de moi qui avait envie à un moment donné, de se réaliser professionnellement. Et voilà. Et donc, il n'y a rien qui s'est profilé. Il y a eu des destinations exotiques, mais bon, avec une fille en bas âge, c'était pas ce qu'on recherchait. Et là, par contre, on dit stop. Et là, quand on dit stop, il se passe quoi? Enfin, pour toi en tout cas, parce que j'imagine que chacun est différent. Chacun le vit différemment. On va dire que j'ai eu un petit peu le temps de m'y préparer quand même. Parce que là, à Colomiers, des fois, je me retrouvais seul dans le vestiaire parce que les autres, ils préparaient le match. Et puis bon, moi, j'étais juste, je m'entretenais, j'allais m'entraîner avec eux. Ça a été un temps long, j'ai envie de dire. Un temps long où tu te poses des questions, tu te dis je crois que c'est le moment. Et puis physiquement, tu avais encore un petit peu quand même j'en avais quand même un peu sous le pied. Mais comme thérapie, j'avais trouvé le golf. Et tu vois, tu te retrouves sur un parcours, niveau d'exigence, concentration, et puis ça a été thérapeutique pour moi, où j'ai pu me poser des questions. Alors ma femme, elle aurait voulu que j'enquille direct avec elle, mais c'était pas possible. Il fallait un sas. Il me fallait un petit sas, voilà, il me fallait un petit sas, et puis après je l'ai rejoint un an, on va dire une année, et puis bon, j'avais à cœur de m'occuper de ma fille aussi. Donc c'est vraiment ce temps-là que j'ai pris pour ma fille, pour moi, et puis pour petit à petit tourner cette page. On va aller par là-bas, un petit peu plus près du stadium, pour aborder la dernière partie, Nico. Autour de ce que tu as fait immédiatement après ta carrière. Oui. Et puis, ce qui nous intéresse aussi, et ce qui t'intéresse à toi, ce que tu es en train de lancer autour des neurosciences, de l'accompagnement aux jeunes sportifs, mais pas que, parce que ça peut être très intéressant. Et puis, tu as pas mal de choses à nous dire là-dessus. Ouais, un petit peu. On s'est arrêté sur ce mois de juin 2013 où on raccroche un peu les crampons, mais on raccroche aussi beaucoup d'autres choses, puisque tu es resté quand même pas loin du foot derrière. Tu as été président du club du RC Bédou, tu as été vice-président du district également. Et puis, c'est aussi ce qui nous intéresse bien sûr, c'est ce qu'il faut faire découvrir aussi. Tu t'es intéressé de manière assez poussée à tout ce qui était neurosciences et accompagnement. Explique-nous un petit peu la démarche du coup, la formation déjà, parce qu'il y a évidemment une formation. Oui, alors la démarche, c'est que à travers la reconversion, j'ai été amené à accompagner, à former un petit peu sur le terrain. J'ai senti que j'avais cette fibre-là
Entraîneur, ça t'a pas chauffé? Bien sûr que ça aurait pu me chauffer, mais sur le plan familial, c'était pas compatible. Donc la petite était bas âge, etc. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je serais moins fermé à une expérience, tu vois. Bon, après, après, numéro 1, peut-être pas, mais dans le cadre de ce que je fais, tu vois, intégrer un staff, pourquoi pas, ponctuellement. Sinon, pour expliquer justement cette démarche, oui. J'accompagnais pour mettre en place des process sur des développements d'équipe, etc., plutôt dans la vente directe et puis après aussi dans d'autres secteurs. Et je voulais avoir de vrais outils. Ouais, bien sûr. En fait, je sentais que forcément la passerelle entre le sport de haut niveau, le management et la performance de l'humain, on se retrouve sur les mêmes choses, sur les mêmes enjeux. Et en faisant le tour, j'ai vu neurosciences motivationnelles, connaissance de soi, passage à l'action. Et puis j'ai trouvé donc l'Institut des neurosciences appliquées, si tu veux, où là j'ai passé quasiment une année, où j'ai appris, il y avait pas mal de cours, on va dire, de transmission, où il fallait comprendre un petit peu. Après, le but c'était pas de maîtriser les neurosciences, mais par contre c'était d'utiliser des outils qui vont permettre à la personne qui est en face de toi de passer à l'action. Et ça, quand tu es sur un terrain et que tu n'arrives pas à passer à l'action, à prendre des initiatives, tu n'existes pas, quoi. Bien sûr. Tu vois, et dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Bien sûr. Donc, cette année-là, moi, ce que j'ai adoré dans cette école, c'était que dès le départ, en fait, dès le premier mois, en fait, il fallait qu'on trouve 3 cobayes. Pourquoi? Parce que d'entrée, ils allaient nous mettre sur les premiers outils de base et il fallait les appliquer. Bien sûr. Voilà. Donc, on est passé à l'action. Et puis, à la fin de cette année-là, tu as un examen, en fait, où ils viennent t'évaluer sur l'utilisation de ces outils dans des cas pratiques. Voilà. Et derrière, ils te donnent cette certification. Alors, c'est pas diplômant, mais en tout cas, c'était une super expérience aussi, parce que là, tu es face à quelqu'un qui va te juger, qui te pose des questions, cas pratiques. Puis bon, avant ça, tu as accompagné déjà 3 personnes gratuitement, mais pareil, tu as vu les résultats, quoi. Et donc, de là, je me suis lancé dans l'accompagnement et en entreprise et dans le foot, dans le sport, parce que là, j'étais un petit peu 360. Je te parle de ça maintenant, ça va faire 5 ans. Ouais. Donc, et là, depuis, j'ai accompagné, on va dire, 30% en entreprise et 70%, on va dire, plutôt dans le foot. Et aujourd'hui, je vais lancer, on va dire, cette forme d'académie pour accompagner la masse et les parents et les jeunes joueurs et joueuses ambitieuses pour découvrir et appréhender cet écosystème du football. Et puis après, il y a un accompagnement qui est plus premium individuel, où là j'ai créé autour de moi un staff. J'ai essayé de penser de quoi j'aurais eu besoin en fait, justement quand j'étais peut-être à Rodez ou quand j'étais au TEF et qu'il fallait que je franchisse ce step-là. Là aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, nutritionniste, ce que j'appelle l'entraînement invisible en fait. Bien sûr. Donc nutritionniste, prépa physique avec la partie prévention très importante, l'analyste vidéo qui va travailler sur l'intelligence de jeu, savoir se placer, et puis moi sur la partie mentale, où là on va essayer de stepper sur des joueurs d'un certain niveau. C'est ça qui est hyper intéressant en fait, c'est de voir aussi ce parcours-là d'après foot, d'après crampon, parce que c'est vraiment quelque chose qui a maturé chez toi, qui a été structuré. Tu t'es lancé aussi dans l'entrepreneuriat, mine de rien, et ça c'est quand même une aventure, on est d'accord? C'est plus qu'une aventure. C'est clair. Donc là, l'idée, pour que les gens comprennent bien, parce que l'idée elle est là, c'est que effectivement, tu as accompagné déjà beaucoup de personnes sur la préparation et sur ce que tu appelles effectivement, il faut insister là-dessus, l'entraînement invisible, et que là finalement, après maturation, tu lances cette académie un peu premium, et puis aussi... Alors, l'académie, c'est vraiment, ça sera pour les, on va dire, les jeunes joueurs à partir de 11-12 ans et leurs parents, parce que quand je coach les jeunes, c'est les parents que je coach. C'est ça. Voilà, parce que ils connaissent pas le milieu, c'est souvent maladroit, et puis on met pas le petit ou la petite dans les meilleures conditions. Par contre, après, le joueur qui a un certain niveau, qui est dans un centre, qui est avec une réserve pro, qui est dans un groupe pro, ou qui est à côté, en National 2, National 3, et qui se dit, je veux rattraper ce train-là, on va dire, ce que j'ai réussi à réaliser quand je suis passé de Rodez à Châteauroux, là, aujourd'hui, on va dire que pendant 3 mois, on va vraiment se donner les moyens d'y arriver. Et ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as ce côté premium de manière un peu générale, et puis tu as aussi cette case ultra premium avec de l'accompagnement, là pour le coup, beaucoup plus individualisé, sur quelqu'un de vraiment ciblé. Voilà, c'est individuel, là on est tous différents et on va aller chercher vraiment où va se situer le levier. Voilà. Et comme tous les détails au plus haut niveau comptent, bien évidemment, ma partie mentale, elle est toujours ultra présente et moi, il y a un suivi qui est quotidien avec le joueur. Mais à l'intérieur, on va intégrer là vraiment
l'individualisation sur la partie nutritionnelle, pareil sur la partie préparation physique, prévention et l'analyse de jeu par rapport à des analyses de match pour voir comment il peut mieux se situer, son attitude aussi, son comportement, etc., etc. Voilà, et puis tout ça, le transmettre pour l'académie. C'est-à-dire que faire intervenir ces personnes-là dans l'académie pour que les personnes se rendent compte des enjeux pour aller au-dessus. Ah, qu'est-ce qui va faire la différence? Sur quoi je vais pouvoir travailler? Sur quoi je dois faire attention? Et par rapport à ça, je vais les animer toutes les semaines. Cette communauté, il y aura un live par semaine, un live, un coaching, on l'appelle comme on veut. Je serai tout seul des fois je serai accompagné. Sur une plateforme particulière, sur les réseaux sociaux Oui, ça sera une plateforme qui s'appelle, je pense, ça sera Circle. Ouais. C'est aujourd'hui, on connaît, il y a School on connaît bien School, c'est un peu un équivalent avec un petit peu plus de paramétrage possible pour moi. Et donc là, on va essayer de partager, d'animer, de répondre, de cette communauté pourra poser des questions et puis de bénéficier de ce suivi et d'outils aussi qui seront intégrés dans la plateforme. Bon, vous aurez de toute façon, tous les liens possibles et imaginables à la fin de cette vidéo. Nico, merci beaucoup de cet éclaircissement. C'était un vrai plaisir que j'espère vous allez partager vous, parce que la manière de voir les choses est pour moi 2 points, voire 3.0, et que c'est pas mal de choses au niveau des sportifs qui sont parfois négligés. Et tu parlais des parents et effectivement, avoir aussi ce visuel côté parents, ça peut être hyper engageant. Ouais. Écoute, merci beaucoup Seb, à toi. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et puis de pouvoir le transmettre au plus grand nombre pour ton professionnalisme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour et merci beaucoup encore.